Bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer. Je vous demande de prendre place et d'excuser ma voix un peu éraillée. Oui. Je vais demander à Madame Destin de faire l'appel des présents et vérifier les conditions de quorum. Oui, bonsoir, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc, Zobda David, Présent. Brichton Alex, Tunor Féclair, Lebon Georges-Louis, Laborieux Judith, Myrté Omer, oui, je ne sais plus. Joseph Moros Christina, Cadignan Louis, Nian Virginie, Filet Louis Félix, Étienne Dotianic, Doulet David, Ledoux Luc, Bocali Rodolphe, Bison Marie-Ange, Craspag Monique, Zobda Eugénie, Carolé Micheline, Basson Henri, Samo Fred. Il est là, il était là à l'instant. D'accord. Marie-Luce Miguel. Présent. Burdi Max, Jean-Louis Jean-Pierre, Vétro Claudie, Charlotte Abri-Comilène, Le Rigab Claudia, Crampel José, Gabé Sandrine, Victoire Lionel, Bourgeois Maël a donné de procuration à Madame Latour, Latour Lucie, Pendant Yolène, Adélaïde Pierre-Joseph, Adèle Thierry Bernard, Olini Raoul a donné procuration à Monsieur Adélaïde, Sion Cindy a donné procuration à Monsieur Adèle, Charlotte Nelly, Marley Claude, Duno Fabrice. Alors, j'ai la procuration de Madame Gabé, oui. Sandrine Gabé, et Monsieur Lionel Victoire est absent, excusé. Il n'est pas en Martinique. Et Madame Lyon arrive, elle est en réunion à son bureau. Voilà, le quorum est atteint. Bien, le quorum étant atteint, chers camarades, nous allons commencer. D'abord, je vais proposer à Claudia Lérigab et à Henri Basson de prendre le secrétariat, s'ils l'acceptent. Très bien. Donc, nous avons un certain nombre de points à l'ordre du jour. D'abord, je voudrais excuser la ville parce que nous n'avons pas de clim. Ce sont des conditions un peu difficiles que nous allons essayer de réparer très rapidement, mais on a constaté ça aujourd'hui. Je suis désolé, les conditions sont difficiles, on a chaud, mais on devrait aller assez rapidement. Alors, nous allons aborder un certain nombre de points à l'ordre du jour. D'abord, les points cabinets avec la garantie partielle d'emprunt de la ville pour le compte de DEFIA. Ensuite, le remplacement d'une élue démissionnaire au sein des commissions municipales. Nous aborderons ensuite la reconstruction et la modernisation de l'éclairage public, c'est le plan lumière numéro 2. Ensuite, nous émettrons un avis concernant le projet de révision du plan de gestion des risques inondation, le PGRI, sur le service à la population, une convention de partenariat avec l'Académie de Martinique concernant les centres de bibliothèques, centres documentaires sur les écoles du Lamentin, c'est une reconduction. La sécurité civile nous permettra d'aborder le point relatif à la déclaration de catastrophe naturelle et la demande de la ville dans la circonstance. Il s'agissait des pluies de novembre 2020, du 6 au 17 novembre 2020. Et puis, en gestion administrative et paye, le plan de titularisation 2021-2025. Et enfin, une information sur les marchés. Voilà, chers amis, l'ordre du jour que nous aurons à aborder. Il revient ensuite d'approuver le PV de la séance précédente. Vous l'avez reçu et peut-être probablement lu. Est-ce que vous avez des remarques à formuler sur la rédaction du PV? S'il n'y en a pas, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Nous abordons le premier point de l'ordre du jour. Je passe la parole à Georges-Louis Lebon. Ça concerne la garantie d'emprunt sollicitée par DEFIA. Merci, Monsieur le maire. En raison des récentes élections municipales et des circonstances sanitaires exceptionnelles qui continuent de prévaloir,
l'attribution et les modalités de versement des subventions 2021 de la ville n'ont pu être actées qu'au conseil municipal du 8 avril 2021. En vue d'en assurer le préfinancement, DEFIA a sollicité et obtenu de la Caisse Crédit Agricole une proposition de crédit à court terme pour un montant de 300 000 € sur une durée de 8 mois, remboursable en une seule échéance. Le Crédit Agricole a exigé une caution solidaire de la ville, conformément aux dispositions de l'article L. 2251 du Code général des collectivités territoriales. La ville peut garantir à hauteur de 50% cet emprunt que la DEFIA envisage de contracter afin d'assurer la continuité de ses engagements. Il est demandé au conseil municipal d'accorder la garantie de la ville à hauteur de 50% à DEFIA concernant la proposition de prêt faite par la Caisse du Crédit Agricole selon les modalités définies ci-dessus. Voilà, monsieur le maire. Très bien, c'est assez classique, en tout cas relativement simple. Est-ce que vous avez des remarques sur cette question? S'il n'y en a pas, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Nous passons au point suivant. Donc, on a noté 3 contre et le reste accepté. Je passe la parole à Marie-Ange Bison concernant le remplacement d'une élue démissionnaire. Merci, monsieur le maire. Alors, comme nous le savons tous, madame, il s'agit de remplacer un élu démissionnaire au sein de des commissions municipales. Comme nous le savons tous, madame Rakil Thélia, poste-dame, a démissionné de ses fonctions municipales et fut remplacée par madame Cindy Sillon. Et la jurisprudence du Conseil d'État, en date du 20 novembre 2013, permet à la ville de permettre à Mme Sillon de siéger à la commission des affaires scolaires et à la commission jeunesse. Je pense que c'est une régularisation puisqu'elle a déjà pris ses fonctions. Donc, il s'agit pour nous de nous prononcer sur le remplacement de Mme Thélia Rakil par Mme Cindy Sillon, inscrite sur la liste pour un lot lamentin au sein des commissions municipales des affaires scolaires et jeunesse. Merci, collègue. Je pense que ça ne pose pas de difficulté, oui. Mais... Merci, monsieur le maire. Voilà, Cindy n'est pas présente ce soir pour des raisons professionnelles. Toutefois, elle reste très engagée dans l'action qu'elle doit mener, toutes les actions qu'elle doit mener, ses engagements au niveau des commissions, mais aussi sur le terrain au niveau de Californie. Alors, elle est toute excusée. Très bien. Merci. Mais on n'en doutait pas du tout parce qu'elle a déjà commencé à siéger dans les commissions en question, donc ça ne pose aucune difficulté. C'est une régularisation, on est tenu de le faire, donc on le fait de manière officielle. Mais c'est une situation qui est déjà rétablie depuis longtemps. Donc ça ne devrait pas poser de difficulté. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. Je passe ensuite la parole à Alex Bichton concernant le plan Lumière numéro 2. Merci, monsieur le maire. Alors là, il s'agit, comme vous devez le savoir, la ville de Lamentin, le développement de la ville de Lamentin se construit sur 2 piliers, à savoir les grands projets qui projettent la ville de l'avenir et les projets de proximité qui prennent en compte les besoins de la population de son quotidien. Ces programmes de développement nécessitent une bonne gestion financière, une adaptation aux évolutions technologiques notamment, sans oublier la préservation de l'environnement. L'éclairage public traduit la dynamique constante d'amélioration technique et technologique, de maîtrise de la dépense énergétique et de transformation du territoire. C'est ainsi que la ville a engagé entre 2005 et 2020 un programme d'investissement de renouvellement des équipements à hauteur de 3 800 000 €, soit en moyenne annuelle environ 260 000 €. La consommation annuelle de la ville en énergie s'élève à 400 000 € an. Malgré cet effort conséquent, l'audit réalisé par le SMEM en 2017 a révélé qu'il convenait de remplacer le matériel énergivore, environ 6 700 points lumineux, par une technologie permettant de réduire de façon significative la consommation en électricité. Aussi, à la faveur du programme lancé par EDF au titre du programme territorial de la maîtrise de l'énergie,
La ville s'est engagée en 2018 dans une démarche visant à terme la modernisation de l'éclairage public à travers un nouveau plan lumière, le plan lumière numéro 2. Pour ce faire, une assistance à maîtrise d'ouvrage a été lancée, d'un coût de 66 500 € hors taxe. Celle-ci est financée à hauteur de 70% par l'ADEME. C'est ainsi que l'AMO a produit un programme complet qui permet de disposer de l'ensemble des éléments techniques, financiers, administratifs nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle. Ce programme plus complet vise non seulement à reprendre l'ensemble des équipements dépassés, les mâts, les luminaires, les armoires, mais également à développer une gestion automatisée du réseau et à conjuguer la recherche d'économie d'énergie. J'ai dit tout à l'heure, un gain de moins 71%, avec un aménagement du territoire équilibré et innovant. Il faut savoir que le programme intègre les actions prévues par le projet La Montagne Grand Cœur. Ce nouveau plan lumière comprend la reprise d'environ 5700 points lumineux, mâts et luminaires, la pose et dépose d'au moins 155 armoires électriques, l'installation de systèmes de gradation et d'horloges astronomiques, la mise en lumière des éléments remarquables du patrimoine communal, l'éclairage des équipements sportifs, l'installation de solutions innovantes. Il est estimé par l'AMO à 11 502 966 €, dont 10 102 510 en investissement, la prestation maintenance, exploitation et prévision du vandalisme, 1 400 456 €. Il est proposé de réaliser l'opération dans le cadre d'un marché global de performance, mode d'évolution adapté à ce type de construction, qui permet d'associer la maintenance et la conception à la réalisation. Ce mode de réalisation favorisera la montée en compétences des agents qui bénéficieront d'une formation à la prise en main de cette nouvelle technologie. Dans le cas d'espèce, la MGP prévoit une réalisation de l'investissement sur 2 à 3 ans. La prestation s'étale sur 6 ans, soit environ 255 696 € sur la durée totale du MGP. Le gain attendu au titre de l'économie d'énergie après réalisation de l'investissement, comme j'ai dit, est 71%. Le plan d'objectif le plan de financement prévisionnel, le coût d'objectif est de 10 355 775 €. Le FEDER participe à hauteur de 50%. La CTM à hauteur de 16,65%, l'EDF à hauteur de 16,70%, la ville à hauteur de 16,65%, qui représente 1 724 593 €. Il est à noter que le partenariat avec l'AFD permettra non seulement de bénéficier du prêt à taux de 0,25%, mais également du préfinancement des subventions obtenues. Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, la FCTVA, permettra de réduire le reste à charge pour la ville. Alors, il est donc proposé au Conseil de se prononcer sur la reconstruction de l'éclairage public à travers du plan lumière numéro 2 pour un coût global de 11 502 966 € hors taxe, de se prononcer sur la réalisation de l'opération dans le cadre du marché global de performance, de se prononcer sur le plan de financement prévisionnel du programme d'investissement estimé à 10 355 775 € et d'autoriser M. le maire à signer les conventions à venir. Merci. Merci beaucoup, Alex. Il s'agit du plan lumière. Oui, Claudie Vétro. Monsieur le maire, je voudrais vraiment féliciter de cette opération parce que c'est un montant important en investissement, mais qui ne coûtera à la ville pratiquement rien, très peu, puisqu'on voit que... Comment? Vas-y. Puisqu'on voit que même les 16% seront réduits grâce au fonds de récupération de la TVA, d'une part. Et puis en plus, ça nous permettra aussi
de réduire le fonctionnement, puisqu'on parle d'optimisation de ces lampes, donc qui iront dans le sens de l'économie d'énergie, donc une économie durable au Lamentin. Donc c'est une belle opération pour le Lamentin, un coût moindre en investissement et des charges en moins en termes de consommation. En revanche, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on communique dessus, puisque ça va prendre du temps sur tout le territoire, et s'il faut, par période, quand les quartiers sont concernés, mettre des informations, des panneaux d'affichage pour alerter. Parce que je ne sais pas si à Basse-Gondo, il y a déjà de nouveaux points lumineux qui sont pas mal. Je ne sais pas s'ils font partie de ce plan. Ce n'est pas le cas. Mais donc, moi, je trouve qu'il faudra vraiment accentuer la communication pour montrer à la population l'effort que fait la ville à ce niveau. Très bien. D'autres interventions? Oui. Oui. Donc, merci de me donner la parole. Alors, tout d'abord, je vais abonder dans le sens de Madame Bétraud, qui disait que c'est un projet intéressant dans la mesure où, d'une part, c'est une nécessité notamment pour les quartiers où soit l'éclairage est insuffisant ou n'existe pas. Donc, c'est une nécessité pour sécuriser ces quartiers-là. On sait que l'éclairage aujourd'hui est fondamental avec tout ce qui se passe. Donc, c'est très important et nous sommes tout à fait d'accord pour ce projet. Aussi, le projet en lui-même, il est bien monté. Hein. On voit que les partenaires ont marché. Hein. Le FEDER à hauteur de 50%, ce n'est pas négligeable. La ville à 1,6 million, un peu comme ce que propose la CTM. C'est toujours bien. Les partenaires sont là. Maintenant, je reste quand même un petit peu, ou du moins je me pose un certain nombre de questions, à savoir, c'est un projet qui part de 2004, hein, donc ça fait 15 ans que nous parlons au niveau de la ville de l'économie d'énergie. Il serait intéressant de voir d'une part, de 2005 à 2010, qu'est-ce qu'on a fait comme effort, qu'est-ce qu'on a gagné en termes de nombre de kilowatts, et puis quel bénéfice qu'a tiré la ville. Ça c'est une chose. Sur 15 ans, on aurait pu voir quelque chose. À partir d'un planning, ça permettrait de voir ce qu'on a dépensé, ce qu'on a gagné. Et puis, je reste un petit peu sceptique. Entre 2 et 6 ans, on va gagner 71%. Je trouve que c'est très bien. Je suis d'accord avec ça. Par contre, ça voudrait dire que sur les 15 ans, on n'a pas été très efficace. Donc, c'est pour ça que pour ce nouveau projet, il sera important, il sera intéressant que nous puissions voir, et en vue de ce qui nous est présenté, c'est pas détaillé, et il serait intéressant de voir qu'effectivement, qu'est-ce que ça va donner dans les 5-6 ans qui arriveront là. Voilà. C'est ce que je voulais dire concernant ce projet, qui pour moi reste un projet ambitieux, intéressant, surtout important pour les quartiers. Très bien. Oui. D'autres interventions? Ah pardon, je n'ai pas vu, excuse-moi. Je voudrais quand même répondre aux collègues pour lui dire, il y a 15 ans, les ampoules elles mangeaient beaucoup d'énergie. Maintenant, on a ce qu'on appelle de nouvelles générations en éclairage, c'est les LED, et aussi, on appelle aussi la basse tension, c'est-à-dire les ampoules consomment nettement moins que hier. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, les nouvelles technologies, et avec aussi le solaire, puisqu'on a des exemples aussi au niveau de Place d'Armes, au niveau du stade de Place d'Armes. Donc, on récupère l'énergie du soleil la journée, on remplit les batteries, et le soir, on peut distribuer l'électricité, éclairer le stade en toute quiétude, sans pour cela avoir à pomper de l'énergie sur l'EDF. Alors, c'est pour dire aux collègues que maintenant la technologie s'est améliorée et c'est bien pour nous et ça va permettre à la ville de faire aussi des économies au niveau énergétique et aussi
et au niveau du carbone, de la consommation carbone. Merci David. Alex Winston. Peut-être que je serai un peu plus précis que le collègue Doulet. Pendant cette période, on n'est pas resté sans rien faire. Nous avons de tête, je dis ça de tête comme ça, nous avons repris l'éclairage de la ceinture du Beau en lampe nouvelle génération. Nous avons aussi fait le stade de Georges Gracia. Nous avons aussi fait le stade Yvadel. Nous avons fait l'avenue Fernand-Guillon et la rue du Froidjeu qui est montée sur informatique, c'est-à-dire avec une lumière dégressive au fur et à mesure. Et puis nous avons eu l'église. Nous ne sommes pas restés sans rien faire. Pour information, l'an dernier, c'est 170 000 € qui a été dépensé sur le stade de Basse-Gondo. D'autres interventions? Oui, José. Oui, simplement pour dire que, au final, la ville, sur 20 ans, va réaliser 71% d'économie, ça c'est important, sur sa dépense énergétique, qui est quand même de 400 000 € par an. Donc ça, il faut noter ça, et noter aussi l'ingénierie qui a été mise en place, l'ingénierie financière qui a été mise en place, puisque, en grande partie, ce projet-là a été financé par des subventions. Donc ça, c'est important de le signaler. Très bien. D'autres remarques? Oui, Georges-Louis. Merci, Monsieur le maire. L'un des aspects les plus importants que je retiens, puisque notre objectif, c'est laisser le monde meilleur aux générations futures, nous parlons d'économie soutenable, de développement durable, et je crois que là, nous sommes en train de faire l'essentiel de ce qu'il faut pour laisser le Lamentin meilleur pour demain et plus grand. Oui. D'autres remarques? Ça va? Bien, écoutez, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter, sauf à dire qu'évidemment, on ne peut pas remonter sur 15 ans. Le niveau technologique a évolué, les conditions d'accès à ces nouvelles technologies aussi. Mais je retiens que, d'une manière unanime, on reconnaît que c'est un bon projet, que c'est un projet ambitieux pour notre ville, et la ville en a bien besoin, il faut faire preuve d'ambition. Et là, nous avons fait preuve d'ambition sur cet éclairage. Et il participe à ce grand projet, le Lamentin plus grand que nous portons. Vous l'avez dit, on n'est pas resté sans rien faire, puisque depuis 2-3 ans, nous avançons de manière très active. Il y a un point qui n'a pas été cité. On a parlé de la piste Georges Gracia autour du stade, qui est avec les panneaux photovoltaïques et qui permet aux joggeurs de courir le soir et au club aussi. On a parlé de l'église, que tout le monde admire et qui nous coûte très très peu en fonctionnement, parce que il y a des lampes à très très basse consommation. Il y a le plateau sportif de Basse-Gondo qu'on a repris complètement, et avec des lampes qui nous coûtent peut-être un peu plus cher à l'achat, mais qui ont une durée de vie 10 ans plus longue que les lampes à incandescence, et qui nous coûtent quasiment 80 fois moins cher en consommation sur Basse-Gondo. Et puis, il y a un dernier point, c'est qu'on a aussi mis des panneaux photovoltaïques sur les services techniques, et ces panneaux-là nous rapportent en numéraire entre 550 000 € par an sur 10 ans. C'est l'accord que nous avons avec celui qui a posé les panneaux. Donc là c'est une source de profit que nous allons multiplier, parce que nous avons encore des bâtiments publics municipaux sur lesquels on peut positionner des panneaux photovoltaïques et qui peuvent encore rapporter à la ville des moyens pour assurer son fonctionnement. Il est très clair que nous portons une ambition très forte sur ce projet. D'abord pour les quartiers, vous avez raison, il faut à tout prix qu'on reprenne tous les points lumineux sur les quartiers. Il y a un système qui est assez ancien, qui est vétuste, qu'il faut changer. Il faut donc assurer à la fois la qualité d'éclairement nécessaire pour la vie de tous les jours, mais il faut aussi penser à la sécurité. Et s'il n'y a pas de lumière, évidemment, il n'y a pas de sécurité. En tout cas, la sécurité est beaucoup moindre. Nous le ferons aussi sur le Beau, et vous avez noté que sur les panneaux tels qu'ils sont posés là, les lampadaires seront des lampadaires nouvelle génération, avec la capacité de pouvoir apporter aussi des informations. Il y aura une télégestion de tout le système. Et puis ensuite, ça rentre dans l'aspect de la ville intelligente que l'on promeut, c'est-à-dire des panneaux qui seront équipés de telle sorte qu'on puisse y ajouter des panneaux d'information, des informations audio, toute une série d'équipements qui seront sur ces panneaux et qui vont permettre de rentrer dans une nouvelle ère de l'information au sein de la ville du Lamentin. Enfin, je ne dédaigne pas l'aspect esthétique, évidemment,
puisque ce sont des panneaux que l'on va choisir, qui vont rentrer dans un cadre esthétique de la ville du Lamentin, avec des couleurs, avec un design bien précis, mais particulier. Il n'est pas sûr que l'on mette le même design partout. On va étudier en fonction des points sur lesquels nous serons, mais il est clair que nous allons soigner l'esthétique. Et comme nous l'avons fait sur le boulevard Fernand-Guillon il y a 2 ou 3 ans, nous allons enterrer les réseaux pour supprimer tous les câbles disgracieux que l'on voit et qui gâchent un peu le paysage. Donc ce seront des choses qui seront réalisées très rapidement. C'est vrai que c'est un projet ambitieux, je le répète encore une fois, qui coûte beaucoup d'argent, mais qui est très largement financé. Et nous avons bon espoir de trouver d'autres partenaires pour nous aider sur la question et pour diminuer encore le portage de la ville du Lamentin. Je pense que la CTM peut faire un effort supplémentaire. Et je pense que je serai bien placé pour demander un effort supplémentaire à la CTM. Donc j'ai bon espoir que ça nous coûte encore moins cher. Mais tout ça, c'est au bénéfice des Lamentinois. Il faut qu'on soit en mesure de pouvoir apporter le maximum aux Lamentinois. Nous sommes tous collectivement engagés à ça, que l'on soit de l'opposition ou de la majorité. On s'est engagé à travailler pour les Lamentinois, leur donner le meilleur. Et bien, collectivement, nous allons le faire. Ça, c'est l'éclairage, mais d'autres projets arrivent. Ils seront présentés en conseil et vous verrez que nous sommes toujours dans cette recherche de qualité, d'excellence, d'ambition pour la ville du Lamentin et surtout de faire de telle sorte que le niveau remonte d'année en année sur les projets que nous allons porter. Donc, merci beaucoup pour votre confiance. Il faut saluer à la fois le travail de la ville, mais aussi les équipes d'EDF qui nous ont accompagnés sur ça. Ce n'est pas négligeable parce que EDF aussi y contribue. Il faut aussi saluer la collectivité territoriale qui apporte à la fois les fonds du FEDER, mais aussi des fonds propres. On ne peut pas passer sous silence les partenaires qui nous ont aidés. Donc merci à tous et à toutes. Et il nous reste maintenant qu'à le mettre en œuvre avec votre approbation. Alors je vais passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. On va passer au point suivant. Il s'agit de... Attendez, je retrouve la page. Je passe la parole à Fred Samo. Ça concerne le plan de gestion des risques inondations. Merci, Monsieur le maire. Donc, face au bilan des inondations sur son territoire, la Commission européenne a adopté en 2007 la directive relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, dite directive inondation. Transposée en droit français, elle oriente la politique française autour de 2 axes. Prioriser l'action et mobiliser les acteurs afin de réduire les conséquences négatives des inondations et aussi de conduire à une vision homogène et partager des risques pour prioriser l'action. La directive inondation impose aux États membres de se fixer des objectifs de réduction des conséquences dommageables des inondations et d'évaluer les résultats obtenus. Elle fixe une méthode de travail et un calendrier intégrant des révisions tous les 6 ans. Chacun des cycles se décompose en 3 phases successives. La première, c'est le diagnostic. Deuxième, la planification. Et la troisième, les actions. Le premier cycle de la directive inondation s'est achevé en décembre 2015 avec l'approbation des plans de gestion de risques d'inondation 2016-2021. En février 2017, le ministère chargé de l'Environnement a défini les grands principes et les différentes étapes de mise en œuvre du deuxième cycle de la directive inondation. Par les étapes. La première étape, c'est le diagnostic, qui passe par l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, qui a été validé par arrêté préfectoral. La deuxième étape, c'est la planification. Donc, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, un territoire à risque important d'inondation, le TRI, a été identifié pour la Martinique. Donc, il s'agit de Fort-de-France et de notre territoire, le Lamentin. Et la troisième étape importante, bien sûr, c'est l'action. Donc, pour la Martinique, le plan de gestion des risques d'inondation pour la Martinique, le territoire à risque d'inondation pour la stratégie locale de gestion des risques d'inondation constitue
les feuilles de route pour réduire les conséquences des inondations. La mise en place de la stratégie locale constitue une opportunité pour mobiliser les acteurs et faciliter la prise en charge par les EPCI de la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. On a tous entendu parler du GEMAPI. Le plan de gestion des risques d'inondation et la stratégie locale de gestion des risques d'inondation sont donc la base des résultats de l'évaluation préliminaire du risque d'inondation pour réduire les conséquences négatives des inondations sur les enjeux humains, économiques, environnementaux et patrimoniaux et les mesures à mettre en œuvre pour les atteindre. Après ces étapes, devront être mises en œuvre des programmes financiers appelés PAPI, le programme d'action de prévention des inondations. Ces PAPI s'articulent autour de 7 axes. Par le biais des PAPI, le portage financier des actions est donc facilité. Le plan de gestion de risque d'inondation 2022-2027 porte les 5 objectifs stratégiques suivants. Continuer à développer les gouvernances adaptées au territoire, structurées et pérennes, aptes à apporter les stratégies locales et les programmes d'action. Deuxième objectif, améliorer la connaissance et bâtir une culture du risque d'inondation. Troisième, améliorer durablement les territoires, réduire la vulnérabilité des enjeux exposés. Quatrième, se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale des territoires impactés. Et enfin, le cinquième, qui est de favoriser la maîtrise des écoulements en cohérence avec la préservation des milieux aquatiques. Le plan de gestion de risque d'inondation n'est pas opposable au tiers, mais néanmoins, il est opposable à l'administration et à ses décisions. Il a une portée directe sur les documents d'urbanisme et de planification, ainsi que sur les programmes et décisions administratives dans le domaine de l'eau, les projets ayant impact sur les milieux aquatiques et la prévention des inondations. L'analyse du plan de gestion de risque d'inondation 2016-2021 a alimenté celui qui sera applicable de 2022 à 2027, précisant certaines actions et permettant de mieux articuler le plan de gestion de risque d'inondation et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et aussi afin de répondre aux attentes des acteurs concernés par le document. Ainsi, il marque la volonté de préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions. On parle d'identification des pilotes pour chaque disposition, exemple concret de mise en œuvre des dispositions sur le territoire martiniquais, précision concernant l'articulation des dispositions avec les autres textes applicables sur le territoire. Et enfin, un objectif consistant à inclure au mieux l'intégralité des acteurs du territoire, public comme privé. Lors de l'élaboration du plan de gestion de risque d'inondation, une évaluation environnementale est obligatoire. Celle-ci a permis de réduire les éventuelles incidences négatives du plan de gestion de risque d'inondation et d'optimiser ses effets positifs potentiels. Ces principaux points ont concerné la prise en compte de la thématique de l'eau potable, l'ajout d'une concertation poussée par les agriculteurs, l'approfondissement de la gestion des déchets en cas d'inondation. Le plan de gestion de risque d'inondation est soumis au public du 15 mars au 15 septembre 2021. Par courrier en date du 12 mai 2021, le préfet de Martinique a sollicité les conseils municipaux des 34 communes du pays pour qu'ils formulent sous 2 mois leurs avis sur le nouveau projet de plan de gestion de risque d'inondation 2022-2027. L'avis de la commune est donc sollicité par l'État d'ici le 15 juillet 2021. Donc, pour mémoire, lors du conseil municipal du 24 septembre 2015, les élus ont été consultés afin qu'ils formulent leur avis sur le PGRI 2016-2021. Ils avaient émis un avis favorable en attirant l'attention de l'État sur les points suivants. Volonté d'être force de proposition et de décision sur leur territoire. Cette demande a été traduite par la mise en œuvre de la loi dite GEMAPI à l'échelle des EPCI, donc à l'échelle de la CACEM.
ce qui donne des marges de décision à nous, élus du Lamentin. Souhait d'un regard précis sur la prise en compte de l'imperméabilisation sur les communes situées en amont du Lamentin. Entre-temps, la loi biodiversité de 2018 a fixé un objectif de zéro artificialisation nette des sols pour l'ensemble du territoire. Sa mise en œuvre complexe commence à peine à se développer sur l'île. Demande de réactualiser les cartes relatives aux territoires à risque d'inondation que sont le Lamentin, Fort-de-France, au regard des travaux réalisés ou en cours au Lamentin. Pour ça, on dit que l'état d'avancement du schéma directeur d'aménagement hydraulique des rivières du Lamentin sera transmis cette année au service de l'État. La création d'une cellule de veille hydrologique, celle-ci a été créée en mutualisant les limnimètres auparavant gérés par le Conseil général et l'ADA. C'est une bonne avancée, mais son efficacité sera nettement améliorée si les alertes sont faites directement aux communes. Je rappelle que le limnimètre, c'est un capteur qui transfère, qui est un transmetteur de niveau d'eau. Information et mobilisation des acteurs pour l'information du citoyen sur la gestion des risques aux inondations et le développement d'initiatives innovantes de coopération régionale. Sur ce point, l'ensemble des acteurs devront se mobiliser beaucoup plus pour lutter contre les remblais en zone inondable, mieux préparer la population et accroître sa mémoire des événements, notamment par la pose de repères de crues. Implication de la CACEM dans le montage des dossiers d'indemnisation suite aux catastrophes naturelles des entreprises, mise en œuvre de la stratégie locale de gestion des risques d'inondation sans mobiliser financièrement le citoyen. C'était en 2015 un souhait des élus du Lamentin, mais entre-temps, la CACEM a mis en place une taxe dite GEMAPI permettant de financer les études et travaux nécessaires à la prévention des inondations. Donc, les élus de la Commission urbanisme, aménagement du territoire et du développement durable ont abordé ce dossier lors de leur réunion du 8 juin 2021. Ils insistent sur les points suivants. Comme le PLU du Lamentin, le plan d'aménagement durable de la Martinique et le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, devront tenir compte de l'objectif zéro artificialisation nette. Compte tenu de la mise en œuvre par la CACEM de la taxe GEMAPI sur le territoire des 4 communes, des efforts devront être faits pour la mise en œuvre de projets au plus tôt pour lutter contre les inondations au Lamentin. Les élus émettent de la Commission un avis favorable sur le PGRI et souhaitent la mise en œuvre de leurs propositions. Il nous est donc demandé aujourd'hui de bien vouloir formuler un avis sur le plan de gestion de risque d'inondation. Merci beaucoup. Merci, c'était très complet. Merci Fred. C'est un sujet extrêmement important, vous vous en doutez bien, et que nous connaissons bien au Lamentin, puisque nous sommes victimes souvent, on a été plus souvent auparavant, mais nous sommes encore victimes d'inondations. Nous avons de nombreuses rivières et nous avons aussi des ravines qui ne sont pas prises en compte, mais qui provoquent de grands débats. Et surtout de gros dégâts. Alors la parole vous est offerte, ceux qui veulent intervenir concernant ce dossier. Pas d'intervention, tout le monde est à peu près satisfait. Moi, je veux dire qu'il y a quand même des conséquences qui sont importantes et il faut pouvoir apprécier ça. La première, c'est que nous avons été obligés, compte tenu de ces éléments-là, dans la modification du plan local d'urbanisme, de tenir compte de toutes ces appréciations. Et nous avons en particulier assumé nos responsabilités en la matière, puisque vous allez voir que le PLU possède en son sein des éléments qui sont liés à ce que l'État a souhaité, c'est-à-dire arriver à zéro artificialisation nette. Zéro artificialisation nette, ça a du sens. Ça veut dire qu'il faut éviter que l'ensemble du territoire soit bétonné pour qu'il n'y ait plus d'infiltration possible dans le sol et que toutes les eaux de surface emportent avec elles tout ce qui reste comme nature ou comme espace habité. Donc il faut diminuer
l'artificialisation des sols. Et notre PLU a travaillé sur 3 aspects pour lutter contre ça. D'abord, nous avons travaillé sur la densification. Il vaut mieux mettre une maison à côté d'un endroit où il y a déjà des maisons, plutôt que d'aller faire ce qu'on appelle du mitage, c'est-à-dire construire des maisons un peu partout, et puis au fur et à mesure, on remplit les trous, et on arrive à une grande surface habitée. Donc, la densification. Le deuxième point, c'est la reconstruction. Il nous faut reconstruire, c'est ce qu'on va faire par exemple sur le centre-ville, reconstruire la ville sur la ville. C'est déjà un espace imperméabilisé, et donc c'est sur cet espace-là qu'il faut construire, plutôt que d'aller ailleurs pour faire des implantations. Il faut donc reconstruire sur la ville, et puis il faut renaturaliser. Il y a des espaces qui sont ouverts, mais imperméabilisés, qu'il faut rendre à la nature. C'est pourquoi en centre-ville, nous avons sur les dents creuses, il y a des dents creuses que nous allons utiliser comme étant des espaces de reconstruction avec des logements et des commerces rez-de-chaussée, mais il y a des espaces aussi qui seront végétalisés pour revenir à un espace, créer une trame verte en centre-ville et redonner de la vie et redonner des espaces où l'absorption de l'eau deviendra nécessaire. Ce sont des choses qui sont très importantes. Un autre point qui est tout aussi important sur la ville du Lamentin, c'est que le plan des risques inondations impacte le PLU de la ville. C'est-à-dire que nous sommes obligés de tenir compte de ce plan des risques inondations quand on délivre les permis. Fred connaît ça régulièrement. Nous avons quelquefois des terrains qui sont en zone rouge, inondables, et sur lesquels il n'est pas possible de construire. Et ce n'est pas nous qui le décidons, c'est la cartographie de l'État. Quelquefois, il y a des points qui sont contestables, et c'est vrai parce que quand on a fait la cartographie, on a fait une certaine échelle, et quand on revient au niveau de la parcelle, il y a des parcelles qui n'ont jamais été inondées, jamais, et qui sont en zone rouge, parce que quand on a fait la délimitation de l'impact, ce sont des calculs qui sont faits avec des algorithmes mathématiques et en informatique, et là, on rentre des données, et l'informatique ressort la cartographie en rouge. Mais quand on fait une certaine échelle, ça impacte des parcelles qui ne le méritent pas. Donc il faut tous les jours revenir sur le terrain, vérifier si le terrain de M. X est constructible ou pas, s'il est inondable ou pas. Ça fait quelquefois des drames parce qu'il y a des personnes qui ont des terrains depuis non, qui ont hérité de leur père, de leur mère, de leur grand-mère, et puis on leur dit aujourd'hui que la carte des risques impacte le terrain, ils ne peuvent plus construire. Donc ça crée des difficultés, de même que sur les zones de hauteur, Roche-Carré, Sarreau, Duchesne, etc. Il y a des terrains qui étaient constructibles il y a 10 ans, 15 ans, et qui ne le sont plus aujourd'hui parce que la carte des risques indique qu'ils sont dangereux. Et sur ces terrains-là, Fred ne peut pas instruire le dossier parce que c'est impossible. Et ça crée quelquefois des drames, mais ça nous impacte au Lamentin et ça diminue les espaces constructibles. Donc c'est une part de notre responsabilité qui est engagée, parce que nous ne pouvons pas délivrer un permis sur une zone rouge sans engager directement la responsabilité pénale de ceux qui signent. Enfin, il faut évidemment que l'on saisisse cette opportunité pour développer des plans pluriannuels d'investissement. Parce que nous avons, c'est le cas de la dernière phrase, énormément de choses à faire pour protéger le Lamentin, sur les risques d'inondation. Alors, trois rivières ont été prises en compte dans ce programme. La rivière Gondeau, sur tout son linéaire, la rivière du Longvilliers, celle qui passe ici, et enfin celle de Mamin-Lézardes. Ce sont les 3 rivières qui ont été prises en compte dans l'analyse, parce qu'on considère que c'est à partir de ces rivières-là que les principales inondations arrivent sur le Lamentin, en tout cas les crues de rivière. Donc là, nous avons évidemment une part de responsabilité à assumer. Il est très clair qu'on ne pourra pas tout faire, ça va coûter un fric énorme, beaucoup d'argent. Par exemple, la rivière Gondeau, quand on prend la rivière Gondeau depuis son passage jusqu'à Californie à l'embouchure, et qu'on remonte la rivière Gondeau, on se rend compte qu'il y a une quantité de maisons, depuis Gondeau, Basse-Gondeau, etc., qui sont construites quasiment en bord de rivière, des 2 côtés. Et on voit bien qu'avec l'érosion, avec les crues, ce sont des maisons qui sont en danger. On a souvent été appelé sur ça pour protéger les maisons. On fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas tout faire. Sur tout le linéaire, il y a des centaines et des centaines de maisons. Ça sera extrêmement délicat. Mais dès lors que la compétence est transférée, dès lors que la compétence GEMAPI est transférée, il y a aussi le transfert de responsabilité. Et il y a donc la nécessité d'anticiper, de faire des travaux de protection, parce que la responsabilité implique que si les travaux ne sont pas faits, quand il y a un sinistre, on va chercher les coupables.
Donc c'est extrêmement dangereux, c'est très lourd, c'est pourquoi il faut à tout prix que nous puissions, et c'est la commande que nous avons passée au service technique, engager tout de suite une réflexion sur les différents projets que nous avons de mise en sécurité de ces 3 rivières. On a plein de projets déjà, on va ressortir, tout simplement parce qu'ils peuvent être financés par les fonds prélevés par la CACEM, qui s'appellent les fonds GEMAPI. Fred en a parlé dans la lecture du dossier. C'est 40 € par habitant qui est prévu. Ça représente environ 3 millions. Il y a 3 millions d'euros chaque année disponibles pour les travaux concernant la protection des berges et des rivières. Donc il faut qu'on y aille, il faut qu'on présente des dossiers, parce que 3 millions, ça peut paraître beaucoup, mais quand on sait que Saint-Joseph est affecté, Lamentin, Fort-de-France aussi surtout, bon, ça veut dire que ces 3 millions-là iront très très vite. Et il faut déposer nos dossiers très vite et très tôt. Donc il faut y aller à tout prix. Voilà, donc c'est suffisamment important pour qu'on y passe un peu de temps, mais c'est un dossier qui sera évidemment suivi, parce que chaque année, quand arrivent les pluies, nous sommes inquiets. Là, demain, il y aura le passage du Nord. Judith, c'est demain. Demain, il y a une tempête qui va passer. Bon, à chaque fois, on ne dort pas. On a du mal à dormir parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer demain? On va nous appeler pour une maison en difficulté, pour un glissement de terrain tel endroit, pour des crues par là. Bon, donc il faut vraiment qu'on arrive à sécuriser le territoire et faire de telle sorte qu'on présente un caractère sécurisé. Voilà. Miguel. Merci, monsieur le maire. On parle effectivement des rivières, mais qu'en est-il des ravines, ce qu'on appelle bien de chez nous, dans les quartiers, qui étaient au regarder un canal, et puis aujourd'hui, c'est déjà une ravine. Et effectivement, dans les quartiers, nous avons pas mal de ravines, où effectivement les habitations donc, sont en grand danger. Hein. Bon, je prêche pour mon quartier, Roche-Carré. Eh bien, donc, j'ai pas mal donc, de riverains qui m'ont déjà donc, interpellé, et d'ailleurs qui ne cessent de m'interpeller donc, sur ce phénomène. Donc, je pense que là aussi, hein, donc, il faudrait peut-être ajouter donc, à cela ou voir comment on peut intégrer donc, ces épiphénomènes de ravines qui deviennent donc, quasiment des torrents, surtout en période de pluie. Voilà. Alors, dans le dispositif tel qu'il est là, ne sont pas prévues les ravines. Parce que les ravines, ce sont des espaces naturels d'épanche de circulation de l'eau. Et c'est l'homme qui n'a pas respecté la nature. Parce que la ravine, c'est le chemin le plus facile pour l'eau, pour son évacuation. Or, on a construit dans les ravines, ou en bordure des ravines. Bon, donc ça, c'est délicat, mais le programme tel qu'il est là ne tient pas compte des ravines. C'est dommage, mais c'est ainsi. Au Lamentin, nous avons beaucoup de ravines. Il faut faire au mieux, c'est-à-dire sécuriser les ravines. Mais là aussi, c'est la densification dans les quartiers, c'est l'imperméabilisation des sols qui a fait que les ravines on reçoit beaucoup d'eau aujourd'hui. Auparavant, il y avait la même quantité d'eau qui arrivait, mais cette eau était absorbée par les terrains, par la terre, par la végétation, et l'eau qui circulait dans la ravine était proportionnée à la dimension. Enfin, l'eau rendait la ravine proportionnée à son débit. Aujourd'hui, il y a un tel volume d'eau qui arrive sur la ravine qu'elle est devenue trop petite. C'est pourquoi il y a autant de dégâts dans les ravines. Mais bon, pour l'instant, nous répondons au coup par coup sur les ravines parce qu'il y en a des centaines, hein, sur le Lamentin, des centaines et des centaines. Bon, j'ai pas de réponse sur ce dispositif-là concernant les ravines. Nous nous en occupons avec les services techniques autant que possible, mais nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes, malheureusement. Malheureusement. Alex. Juste une précision, c'est l'effet pervers de ce texte GEMAPI, puisqu'il est dit que ces petites ravines doivent être entretenues par les propriétaires riverains. Vous imaginez, M. Tissonson qui fait de la dachine à Oman plutôt, il pourra se payer un bas-coût, une pelle rétro pour pouvoir nettoyer ses ravines. Finalement, c'est la ville qui le fera. Pas possible. D'ailleurs, il nous appelle régulièrement, donc c'est la ville qui fera. C'est la ville qui fait, d'une manière générale. Bien. Chers amis, on va voter. Oui, pardon. Alors, monsieur le maire, si je comprends bien, il faudrait que nous restions vigilants pour les gens qui sont dans les zones rouges, dans les zones inondables, qu'ils évitent de mettre du emblai, parce que j'ai vu ça se passer aussi sur le territoire, des gens qui emblaient les terrains pour pouvoir construire. Donc, ils essaient de mettre leur terrain hors d'eau. Alors, des fois, c'est des endroits où ce sont des cuves qui, lorsqu'il y a de fortes inondations, qui gardent l'eau et qui empêchent l'eau de monter, comme sur Place d'Armes, comme Bas-Mission, des endroits comme ça. Donc, je pense qu'il faudra qu'on soit vigilant sur ça. On l'est déjà, d'ailleurs. Dans le PLU, il y a des zones qui sont en rouge, qui sont complètement inconstructibles.
Mais malgré tout, il y a des gens qui passent outre et qui font des déblais ou qui font des remblais. Et en faisant des remblais, ils le font pour construire sur une zone qui n'est pas constructible. Donc on fait arrêter tout de suite cette opération, cette affaire, et nous pouvons même aller traîner en justice celui qui le fait. Et puis il y a des zones qui sont constructibles, moyennement inondables, et qui peuvent être construites, rendues constructibles avec des aménagements. Les aménagements sont prévus dans le PLU, et on sait ce qu'il faut faire, et comment il faut faire pour canaliser les eaux. Donc il y a le double aspect, il y a des terrains qui peuvent être aménagés, et donc on peut donner le permis de construire sous réserve d'aménagement préalable. Et puis il y a des zones qui, même avec aménagement, sont inconstructibles. Elles sont en rouge et elles ne peuvent pas changer. Voilà. Donc on a déjà l'arsenal, hein, à la fois technique et juridique, mais tu sais, il est souvent... les Martiniquais sont quelquefois indisciplinés, et il est plus facile de dire, mais on va faire un coup de main, on va faire ça rapidement, et puis ben ouais ça. Mais le problème, c'est que quand ils ont envie de terminer la maison, ils viennent à la mairie pour dire, ben, je ne peux pas avoir l'eau, je ne peux pas avoir l'électricité. Évidemment, ils n'ont pas de permis. Et pourquoi? Et parce qu'ils sont sur un terrain qui est inconstructible. Voilà. Bien. Vas-y. Monsieur, comment il s'appelle, le technicien là? Il est à la retraite. Pas du tout, il est là. Il va partir bientôt. Il va partir bientôt, mais il est encore là. Bien, nous allons voter. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe au point suivant. Un point concernant les affaires scolaires. Je passe la parole à Lucie Latour. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la convention de partenariat entre l'Académie de Martinique et la ville du Lamentin relative au plan de développement des bibliothèques centres documentaires dans les écoles du Lamentin. Le dispositif BCD a été mis en place à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture en 1984. En 1994, l'État et la ville se sont engagés sur ce dispositif sur une période de 5 ans avec tacite reconduction. Une nouvelle convention a été rédigée afin de définir le rôle et l'engagement de chacune des parties dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. La présente convention a pour objet de définir les conditions d'organisation et d'utilisation des 4 bibliothèques centres documentaires installées dans les écoles primaires de Pierre-Zop d'Akitman, Lompré, Roche-Carré et maternelle Arc-en-Ciel à Cajou, situées sur le territoire du Lamentin. Afin de mener à bien ce projet, la ville s'engage à aménager la salle réservée à la BCD avec des mobiliers, tables, chaises, rayonnage adéquat et un fond d'ouvrage, doter les agents d'outils informatiques, ouvrir la bibliothèque pendant le temps scolaire et périscolaire, favoriser l'utilisation tant par les enseignants que par les enfants de l'ensemble des ressources documentaires et des outils de recherche mis à leur disposition, mettre à disposition une fois par semaine 2 agents de la médiathèque pour l'animation et l'organisation de la BCD. L'Académie s'engage à faciliter l'accès à la BCD aux enseignants et aux enfants, utiliser la bibliothèque et toutes les ressources y afférentes, respecter et faire respecter par les enfants les règles imposées dans le cadre d'un prêt collectif de documents accordés à la classe. Il est demandé au conseil municipal de donner délégation au maire pour la signature de la convention. Est-ce qu'il y a, merci beaucoup, est-ce qu'il y a des questions, des remarques concernant ce sujet? Oui, vas-y. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que c'est une très bonne chose, un bon effort de la ville, parce qu'aujourd'hui, la culture, quand même, c'est très important, et surtout, mettre à disposition des Lamantinois, des générations futures, mettre l'informatique, mettre des salles, du matériel informatique à disposition, mettre aussi du personnel et aussi agrandir la plage horaire pour que les enfants puissent bénéficier de la bibliothèque et autres. Ma question, aujourd'hui, même si la culture n'a pas de prix, je ne vois pas, il n'y a aucun élément financier. Quel est l'effort de la ville? Ça représente quoi? On a le coût? Non? Ben, je vais te le transmettre. Je n'ai pas le chiffre en tête. Sincèrement, je n'ai pas le chiffre en tête. Je serais incapable de te... Parce que ce sont des opérations que l'on fait déjà. Hein. C'est un renouvellement. C'est un renouvellement, mais évidemment, ça a un coût.
Ça a un coût et il faut le savoir. Moi, je ne l'ai pas. Je te dis honnêtement, je n'ai pas le prix en tête, donc le coût, je ne peux pas te le dire. Mais les efforts que nous faisons sur l'éducation et la culture, ceux-là ont commencé depuis longtemps. Mais sur la culture, nous faisons en particulier un sujet qui s'appelle l'école art, où nous apportons la culture dans les écoles sur les 3 dernières années. Et tous les enfants du primaire sont sensibilisés à la culture. La première année, ils font les 4 arts majeurs, théâtre, danse, musique, art plastique. Et sur les 2 années suivantes, donc ils commencent en CE2, ensuite CM1, CM2, ils choisissent un art sur lequel ils ont une attirance particulière ou une qualité. Et ils finissent les 2 années sur ces arts-là. Et tous les enfants du Lamentin sont, par le biais de l'Office de la culture, sensibilisés à l'art par ces arts-là. Donc je veux dire, on fait des choses. Je ne sais pas combien ça coûte, mais ça coûte environ... tu as le coût global sur l'école art? Oui, environ 200 000 euros. Je crois que c'est à peu près 200 000 euros par an. Mais sur les BCD, je vais t'apporter le montant. Apporter le montant, mais c'est vrai que nous faisons déjà beaucoup d'efforts sur les écoles, et d'ailleurs on le fait depuis les petites classes, parce qu'on a, avec la Caisse des écoles, des animatrices qui font un travail remarquable, que je veux saluer ici, par le biais de David Doulin, qui est président délégué de la Caisse des écoles, mais nous essayons toujours d'entretenir cette idée que la culture va éveiller, en particulier les enfants, les sens, et va permettre une émulation, va permettre une ouverture plus grande et permettre aux enfants, par la sensibilité, par le développement des arts, par l'ouverture d'esprit, d'acquérir un peu plus rapidement les savoirs de base enseignés à l'école. Vraiment, il y a des vertus à développer l'éducation et la culture dans les écoles. Tu veux intervenir? Juste renforcer, c'est vrai que notre collègue a raison, la culture, ça a un coût, mais l'important pour nous, c'est qu'il y ait une massification et que chaque enfant, à l'issue de son cycle, puisse bénéficier de cet apport culturel. Nous savons tous que la culture est au centre de ce qu'on peut appeler l'identité de la personne. Et ce travail-là, certes, il a un coût. Le tableau, on va le donner. Ce que la collègue a proposé tout à l'heure, c'est un travail qui est fait depuis très longtemps. Hein. Il s'agit simplement de renforcer la convention, mais c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Ça et l'école art, ce sont 2 éléments qui nous permettent vraiment d'apporter cette éducation culturelle forte que le système éducatif en tant que tel ne peut pas apporter. Et la ville fait, de mon point de vue, un très gros effort sur ce domaine-là, parce qu'il est important pour nous que la culture soit à la portée de tous. Très bien. Donc, je vais te transmettre l'information. On va demander au service de calculer tout ça. Alors, on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci beaucoup, chers collègues. Judith Laborieux pour le point concernant la reconnaissance de catastrophes naturelles. Merci, monsieur le maire. Alors, l'objet, c'est une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de la commune du Lamentin en raison des dommages relevés sur le territoire communal suite aux fortes pluies de novembre 2020. Alors, en novembre 2020, du 7 au 18 novembre, nous avons subi sur le territoire des pluies d'intensité exceptionnelle qui ont occasionné des glissements de terrain, des inondations, des dommages structurels sur des bâtiments publics et sur des habitations privées, des dégradations d'exploitation agricole, d'entreprises et de la voirie communale, départementale et nationale. Et tout cela pour un bilan chiffré d'environ 2 millions d'euros. Alors, en application de la loi 82-600 du 13 juillet 1982, modifiée en vertu de l'article L. 125-1 du Code des assurances, une commune peut solliciter de l'État la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, donc CATNA, dans le délai réglementaire des 18 mois après le début de l'événement, afin de permettre aux sinistrés de se prévaloir des fonds solidaires nationaux, CATNA. Donc, si les administrés et même la ville, si le CATNA n'est pas mis en place, les assurances ne peuvent pas rembourser les dégâts. Alors, la commission, le 31 mai 2021, a donné un avis favorable. La commission sécurité, réglementation, prévention de la délinquance et de la circulation. Et il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à solliciter de l'État la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune du Lamentin en raison des dégâts précités, de donner délégation à monsieur le maire pour la signature de la demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle conformément à la loi
82-600 du 13/7/1982, modifier sa transmission au préfet de Martinique, annexer des documents évaluant partiellement la situation sur le territoire communal et ses suites. Et vous avez en pièce jointe la demande communale de reconnaissance, le CERFA, et un rapport avec des photos à l'appui sur le bilan de l'événement de novembre 2020. Bien. Est-ce que vous avez des remarques concernant cette demande de reconnaissance de catastrophe naturelle? Vous avez le rapport qui est... Oui, vas-y. Oui, juste dire que il faut justement que l'on engage cette action parce que c'est important. Et surtout, il y a une attente, j'ai eu l'occasion de signaler sur des quartiers comme d'Aubert qui ont subi, et d'ailleurs la route est toujours barrée et que ça cause problème et qu'il est important de pouvoir amener ces réparations au plus vite avec les assurances qui normalement devraient être engagées. Alors, sur la route en particulier à d'Aubert, nous avons déjà chiffré l'ensemble des dégâts sur le réseau routier communal, dont d'Aubert notamment. Et c'est d'ailleurs, nous avons voté ici un plan qui s'élève à un peu plus d'1 million, 1,2 million ou 1,3 million de travaux effectués par la ville sur les réseaux. Et nous avons sollicité l'aide d'urgence de la collectivité territoriale de Martinique, puisqu'elle avait mis en place une aide spécifique sur cette catastrophe naturelle-là. Et nous avons voté ici un plan et nous avons reçu la réponse de la collectivité qui nous accorde une contribution pour la mise en œuvre des réparations sur les réseaux routiers. Donc nous allons très prochainement commencer les travaux sur d'Aubert, puisque là, la route est complètement interrompue. Et cela dit, il faut remarquer que la route s'était effondrée à d'Aubert pour une double action. Il y a évidemment les pluies, mais il y avait aussi des travaux faits à côté par le propriétaire qui avait un peu dessolé la structure de fondation de la voie. Et tout ça, ça s'est affaissé. Mais ce n'est pas grave, on va tout reprendre. Voilà. Oui, Judith. Alors, comme M. le maire l'a dit tout à l'heure, et vous l'avez entendu aux informations, on risque d'avoir un épisode de tempête. Donc, depuis, vous avez, dans les annexes, vous avez les endroits qui ont été inondés, les endroits où ça a glissé. Donc, on vous demande de faire de la surveillance, de prendre connaissance et de faire de la surveillance sur vos territoires pour pouvoir alerter les services techniques si la situation s'aggrave à ces endroits-là. Merci. Très bien. D'autres remarques concernant cette demande de catastrophe naturelle? Non, ça va? Bien, bon, on va voter. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. On passe à Omer Murté sur le plan de titularisation 2021-2025. Bon. Bonjour à tous, merci monsieur le maire. Alors c'est le plan de titularisation. Alors la réception de l'emploi précaire constitue un des axes de la politique des ressources humaines à la ville de Lamontin. Aussi, la ville s'est-elle engagée sur des plans de titularisation pluriannuels basés sur l'ancienneté réelle et la manière de servir. Le dernier plan de titularisation est arrivé à échéance en 2020. L'édilité a décidé de souscrire à un nouveau plan. Pour rappel, le recrutement dans la fonction publique territoriale se fait par la voie du concours. Toutefois, le législateur a prévu au titre de l'article 5 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, un accès à la nomination en qualité de fonctionnaire par la voie du recrutement direct dans un grade de base de la catégorie C. Le plan de titularisation est composé de contractuels bénéficiaires de contrats de droit public ainsi éligibles à la titularisation. Alors, 9 agents de catégorie C employés sous contrat de durée indéterminée, 2 agents de catégorie B. La nomination dans le cadre du plan de titularisation ne peut se faire que dans un grade de catégorie C et 82 agents catégorie C employés en contrat de durée déterminée, soit un total de 93 agents qui peuvent prétendre à être inscrits au plan de titularisation. Pour le présent, l'édilité a souhaité qu'un critère social soit ajouté aux critères existants. L'édilité propose donc la déclinaison suivante pour le plan de titularisation, un étalement sur 5 ans de 2021 à 2025, 18 agents en 2021, 18 agents en 2022, 18 agents en 2023 et 18 agents en 2024 et 21 agents en 2025. Les premières nominations seront envisagées pour le 1er octobre 2021. Alors, avis du comité technique, le comité technique réuni
le 24 juin 2021, a émis un avis favorable au plan de titularisation proposé par l'édilité. En conséquence, le conseil municipal est invité à se prononcer sur la mise en œuvre du plan de titularisation. Merci. Voilà, monsieur le maire. Très bien. Merci. Des remarques, oui. Oui. Alors, tout d'abord, c'est de dire que le fait qu'il y ait un plan de titularisation, c'est une très bonne chose. Et aussi, surtout pour les agents, parce que ce sont les agents qui font fonctionner la collectivité après décision des élus, et il est fondamental que l'agent puisse se sentir pris en compte, surtout dans le cadre de sa carrière et pour la suite de sa carrière. Alors, ceci dit, il y a un point qui m'interpelle, c'est le critère social, qui est ajouté au critère existant. Alors, le critère social d'un élu peut être différent que le critère social de notre élu. Hein. Donc, il serait intéressant de savoir ce critère social, c'est quoi? Est-ce que c'est, si c'est le seul revenu de la famille, j'en sais rien, mais il faut quand même une précision, de manière qu'on puisse se baser, savoir sur voilà, comment on fait ce choix-là, ce critère social. Voilà, mais sinon, le fait que ce soit planifié, moi je crois que c'est une bonne chose. Et puis, ce serait intéressant de savoir à quel pourcentage que notre collectivité sera en termes de fonctionnement, charge de fonctionnement, puisqu'on sait que la masse salariale, c'est ce qui plombe plus particulièrement les collectivités territoriales de Martinique. Hier encore, au JT, on en parlait. Donc, on sait que plus on a du fonctionnement, plus il est difficile après d'investir. Donc, il serait important, après ce plan-là, de savoir quel pourcentage que nous visons en termes de fonctionnement. Voilà un petit peu mes questions. D'autres remarques? Il n'y en a pas? Alors, je vais vous donner quelques informations. La première, c'est que le maire est l'employeur, le seul employeur. Et c'est le maire qui titularise. C'est la loi. Ce n'est pas moi qui dis ça par despotisme, ou bien par... mais c'est la loi. Nous avons néanmoins beaucoup échangé, nous allons continuer à échanger avec les représentations syndicales. On le fait parce que je pense que ce sont des choses que l'on doit appréhender en commun. Le critère social, c'est moi qui l'ai rajouté. Il n'existait pas dans les différents plans qu'on a eu l'occasion de mener. Je l'ai rajouté parce que je suis, tous les jeudis, j'ai des agents qui souhaitent me voir. Et nous avons des collègues qui sont dans de vraies situations dramatiques dans leur famille, dans leur foyer. Il n'y a pas très longtemps, j'en ai reçu une, dont le mari est au chômage. Elle a 5 enfants. Le salaire qu'elle a est un petit salaire. Elle est incapable de joindre les deux bouts. Elle est allée à Liedom pour se mettre en... Comment on dit quand on va à Liedom? En surendettement, voilà, je cherchais le terme. Ce sont des situations quelquefois qui sont terribles. Et ce sont des agents qui travaillent depuis longtemps. Donc j'ai pensé qu'il était peut-être utile de mettre ce critère-là pour avoir une appréciation supplémentaire sur le vécu des agents. Parce qu'on peut très bien avoir des agents qui sont là depuis longtemps, mais qui ont une vie relativement normale et qui n'ont peut-être pas besoin, ou qui peuvent attendre 1 an, et peut-être permettre à un agent d'avoir un petit peu plus en titularisation. Je rappelle que, globalement, pour nos agents, la moyenne de coûts supplémentaires pour la ville, quand on titularise, c'est environ 600 €. Bon, eh bien, c'est de l'argent que cette personne a en plus, et ça peut lui permettre de sortir la tête de l'eau. Donc le critère social, je l'ai personnellement rajouté, parce que je pense qu'il faut tenir compte de certain nombre de situations qui se posent. Alors, quel est le pourcentage? Les pourcentages sont souvent dans les comptes administratifs de la ville, ou quelquefois dans les budgets. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce plan de titularisation-là va nous permettre de sécuriser l'emploi pour la quasi-totalité des agents. Si on devait s'arrêter dans 5 ans aux agents que l'on a là, on aurait une titularisation à 100%. Bon, ce qu'il faut considérer, c'est qu'on va
approcher les 100%, puisque dans les années à venir, il y a des agents qui vont partir, on va les remplacer, et pas forcément par des titulaires tout de suite. Donc on aura au fur et à mesure des non-titulaires qui vont arriver et qui seront titularisés après. C'est comme ça que l'on fonctionne généralement. Mais quand on avait commencé le premier plan de titularisation, à ma connaissance, il y avait environ 250 agents à titulariser. Ensuite, le dernier plan là, il y avait environ une centaine d'agents. Aujourd'hui, nous tombons à 93. Et plus ça va, plus le plan de titularisation diminue parce que nous avons la masse des agents qui est déjà titularisée. Et nous sommes parmi les communes pour lesquelles la masse titularisée est la plus importante. La plus importante. Ensuite, ce que ça représente, on voit notre représentation masse salariale par rapport au budget de fonctionnement représente à peu près 50-52%. Dans les communes, c'est en général à partir de 70%. Donc on est bien en dessous de la moyenne martiniquaise, mais il faut maîtriser. Il ne faut pas laisser partir les choses, il faut maîtriser. Il ne faut pas non plus se dire, mais on est bien, donc on peut y aller. Non, au contraire, ça monte très vite, et il faut donc maîtriser. Je rappelle aussi un dernier chiffre qui n'a pas été donné là, mais je vous le dis, la titularisation de ces 93 agents va représenter entre 730 et 740 000 euros pour la ville. C'est un effort considérable que fait la ville pour sécuriser l'emploi. Entre 730 et 740 000 euros. On le fait sur 5 ans. Et ça représente, par exemple, sur les 18 que l'on va titulariser, si on les titularise au 1er octobre, eh bien, ça nous fait environ 35 000 euros, 35 à 36 000 euros de plus sur le budget de cette année, qu'il va falloir entériner sur les 4 mois à venir, les 3 mois à venir. Donc ce sont des efforts qui sont faits, ce sont des efforts sociaux que nous faisons en faveur du personnel, mais c'est tout à fait normal, je pense qu'il faut répondre à ça. On ne peut pas avoir une ambition, compter sur un personnel dévoué et compétent, et puis en même temps ne pas l'accompagner dans la titularisation. Je pense que c'est nécessaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ça va, ben on va voter. Je rappelle, pour terminer sur ce que tu disais, évidemment, nous avons d'autres programmations de réunions avec les représentants du personnel, notamment sur les listes, sur les dates d'entrée, les dates de sortie, les qualités de service, etc. Donc, tout ça, ça se fait en concertation avec la représentation syndicale. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Merci beaucoup. Je pense qu'on va faire des heureux. Alors, on termine avec le point d'information sur les marchés. Je passe la parole à Louis-Félix Filet. Merci, monsieur le maire. Alors, il s'agit d'informer le conseil municipal sur les marchés, accord 4 passé, selon les procédures formalisées, les procédures adaptées et les modifications ex avenant. Alors, par délégation du conseil municipal du 13 décembre 2018 et du 11 juin 2020, le maire est autorisé à passer des marchés accord 4 de fourniture de services et de travaux, ainsi que des conventions dans le cadre de sa mission de service public, dès lors que les crédits sont disponibles. Aussi, en application de l'article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit rendre compte des décisions qu'il a prises en vertu de ses délégations. Alors, à vue de la commission, 2 commissions interviennent dans le cadre de la commande publique. Premièrement, la commission des achats pour les marchés à procédure adaptée, MAPA, qui fait une proposition d'attribution à l'acheteur public, le maire. Deuxièmement, la commission d'appel d'offres, la CAO, qui a une compétence d'attribution pour les procédures formalisées, appel d'offres ouverts ou restreints, procédure avec négociation et dialogue compétitif. Enfin, pour les modifications ex-avenant conduisant à une augmentation supérieure à 5% du montant initial du marché, elle émet un avis préalable obligatoire. Vous trouverez en pièce jointe le tableau récapitulant l'ensemble des marchés accord 4 et modifications ex-avenant passées dans ce cadre. Comme à l'accoutumée, monsieur le maire, je fais une synthèse sur la communication sur les marchés. Comme à l'accoutumée, la ville fait état de l'ensemble des marchés passés par la collectivité notifiés au cours du mois d'avril et mai 2021. 9 marchés accord 4 à bon de commande ou marchés ordinaires. Ils se décomposent de la manière suivante. 5 marchés accord cadre de travaux, services concernés, ESTE, bâtiments. Alors pour ces 5 marchés, 3 marchés de travaux de maintenance des poteaux incendie, un montant maxi de 320 000 euros. 2 marchés de travaux de bâtiments, un montant total de 127 000 euros. 3 marchés accord cadre de services concernés, bâtiments financiers,
2 marchés pour ces 3 marchés, 2 marchés pour bâtiments pour un montant de 149 077,92 €. Un marché pour services financiers, montant total 40 414,08 €. Un marché accord cadre de fourniture, services concernés, administration, pour un montant de 53 555,60 €. En conclusion, Monsieur le maire, 9 marchés qui représentent 5 marchés de travaux pour un montant de 447 000 €, 3 marchés de services pour un montant de 189 492 €, un marché de fourniture pour un montant de 53 555,60 €. J'en ai terminé, Monsieur le maire. Merci C'est une information. Merci beaucoup, Louis-Félix. Je voudrais préciser une chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure dans le plan de titularisation. Le critère social ne permet pas de prendre la place de notre agent. C'est-à-dire que ça peut nous permettre d'augmenter le nombre de titulaires. C'est-à-dire que si je constate qu'il y a une situation sociale avérée et qu'il faut aider ce collègue-là, au lieu de faire 18, nous ferons 19. Il va monter pour faire un de plus, pas à la place de notre. Tu comprends? Nous, on a réparti les 93 en faisant 18, 18, 18, 18. On a fait une moyenne. Mais si on a des critères qui nous montrent qu'il faut vraiment aider un collègue, eh bien on le rajoute. Au lieu de faire 18 cette année, on fera 19 ou 20. Mais pas moins que 18. D'accord? J'avais oublié de le préciser. Très bien. Écoutez, nous sommes maintenant en questions diverses. Oui, Judith doit partir. Donc, elle a une communication à nous faire sur la tempête. Mais quand tu dois partir en copie, je ne sais pas quoi. Voilà. Oui. J'ai envoyé par WhatsApp les dernières informations de César Beauvau. Je pense que tout le monde les a reçues. Vous avez aussi reçu la carte du Lamentin avec vos PC distinctifs, avec les élus qui sont avec vous dans les PC. Et Nadine Lydie-Kozak va vous remettre les mises à jour de vos lutins, parce que vous avez remis des lutins avec par quartier. Donc, j'espère que vous les avez toujours. Elle va vous donner les mises à jour. Donc, restez informés. Et nous, si nous avons des informations plus précises, on va vous les envoyer par WhatsApp. Voilà. Très bien. Alors, étant entendu que les images que je vois indiquent que la tempête va passer entre Saint-Vincent et Grenade, pour l'instant. Donc, a priori, on devrait avoir quelques pluies, mais pas le phénomène maximal. Allez-y. Oui. Vas-y. Oui, merci, monsieur le maire. Non, je tenais à remercier les services techniques pour l'installation des panneaux indiquant la crèche de Croix-Rivaille. Parce qu'effectivement, nous avons des habitants qui sont malades à l'impasse Tirnan et qui se basent sur la crèche pour que les ambulanciers puissent venir les récupérer. Et donc, l'indication de ces panneaux permet aux ambulanciers de récupérer plus facilement les malades qui se trouvent à l'impasse Tirnan. Donc, merci aux agents du service technique. Merci. D'autres interventions? Pas trop, mais on va prendre quelques-unes. Vas-y, José. Par rapport à la question du collègue de tout à l'heure, en termes de chiffres, par rapport au débat, au job qu'on a eu en avril, oui. On avait estimé à 5,6% le chiffre, les titularisations, l'avancement, c'était estimé, en fait, le chiffrage était estimé à ça. Donc, si ça peut répondre à sa question. Oui, mais c'était dans le budget. Pour DOP, c'était estimé à une augmentation de 5,6%. Non, mais c'était pas sa question. Hein. Sa question, c'est de savoir quel est le poids de la masse salariale dans le budget de fonctionnement. Ah, d'accord. C'était bien ça. Mais j'ai répondu. Okay. Jean-Louis, tu as donné la parole. Oui, merci, monsieur le maire. L'édilité a souhaité la mise en œuvre d'un programme culturel très dense sur le territoire lamantinois. L'objectif affiché étant d'occuper l'espace public avec des projets d'animation pour le plus grand nombre, aussi bien les enfants que les jeunes. En attendant la validation peut-être les vieux aussi, tu as raison, en attendant la validation du programme de fin de saison 2021, nous avons un programme très éclectique qui débute dès le 7 juillet, portant aussi bien sur le numérique, le conte, le festival du livre, la tournée du Médiabus dans l'ensemble des quartiers du Lamentin. Et puis, il y a un accent qui est particulièrement porté sur les enfants avec une tambour bâtiment maille, et ça va se dérouler
en particulier sur 3 quartiers, et je trouve ça extrêmement intéressant et important. Donc, en attendant cette programmation définitive, je vous fais parvenir déjà la plaquette pour que vous soyez informés et que vous fassiez le relais de cette information et que vous y participiez aussi dans le même temps. Voilà, donc je fais distribuer ce programme pour les uns et pour les autres. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Mes chers amis, oui, pardon, vas-y. Allume le micro. Je disais, au quartier de la 13, il y a un arbre qui est couché dans le lit de la rivière. Donc, comme on entend période cyclonique, je pense que peut-être que les services techniques devraient intervenir si possible, parce que je pense que ça va sûrement créer des bouchons en aval. Deuxième chose, alors, les habitants de la 13 remercient la ville pour l'installation des ralentisseurs. Donc ça a un peu diminué la vitesse excessive des automobilistes, les passants exactement. Mais un petit bémol, c'est-à-dire que les ralentisseurs ont été mis en place, mais il n'y a pas de panneau de signalisation et ça n'a pas été peint. Donc en fait, les ralentisseurs sont de la même couleur que le sol. Donc ce qui fait il y a beaucoup de freins brusques et des fois des petits accrochages. Donc ce serait bien qu'il y ait une intervention pour matérialiser par de la peinture ces ralentisseurs. Voilà. Ok, très bien, j'ai pris toute ma note. C'est logique. C'est logique. Bien, mes chers amis, je vous remercie d'avoir supporté la chaleur excessive, d'avoir bravé la chaleur pour le conseil. On a fait relativement vite pour ne pas alourdir un peu les choses. Donc je vous remercie tous et toutes. Je remercie l'administration. Merci beaucoup. Et puis les médias qui nous relayent. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Nous aurons un autre conseil en juillet. On a un conseil fin juillet. Hein.